Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 19 mai, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 chrono. On va revenir sur l'actualité sportive du week-end, au programme notamment du football avec l'épilogue des championnats nationaux. En N2, l'équipe des Herbiers termine par un 8e succès consécutif. En revanche, en National 3, La Roche-ESO est reléguée après son match nul face à Panazol. On parlera basket aussi avec le début des playoffs en National 1 masculine et ça démarre très bien pour Chaland et les Sables d'Olonne. On reviendra également sur la belle soirée de boxe organisée vendredi soir au Sables d'Olonne par le club Boxe 85 avec les frères Gros, Enzo et Hugo qui ont tous les deux remporté leur combat chez les professionnels. On va donc parler de tout ça et de plein d'autres choses dans ce 85 chrono qui démarre maintenant. Et on débute donc avec du football et la 30e et dernière journée de National 2. L'équipe des Herbiers qui restait sur 7 victoires recevait celle d'Avranches samedi au stade Massabielle avec l'objectif de terminer deuxième et de conserver un petit espoir de monter en National. La première mi-temps est assez équilibrée mais aussi assez pauvre en occasion. À noter à la 11e minute cette reprise de l'Avranchinais Seydi. Avant la pause, le capitaine Herbretais, Pierre Lavenant, manque le cadre. 0-0 à la mi-temps. La seconde période est beaucoup plus spectaculaire. Il y a d'abord cette frappe de Pierre Lavenant qui passe juste au-dessus de la barre. 54e minute, Shelton Guillaume traverse la défense puis frappe. Ce n'est toujours pas cadré. Pas plus de réussite à la 59e minute pour Keita, servi par Guerino. À la 60e minute, cette fois la frappe de Lavenant est cadrée mais repoussée par le gardien. La domination herbretaise est récompensée une minute plus tard sur un centre instantané de Keita. Shelton Guillaume est à la réception au deuxième poteau et ouvre le score. 1-0 pour les Herbiers. Après cette ouverture du score, Avranches réagit d'abord sur corner, puis sur une frappe du capitaine Jesse P, légèrement trop croisée. À la 81e minute, on retrouve le VHF à l'attaque avec Sambali Keita qui réalise un exploit personnel et inscrit le deuxième but herbretais, 2-0. Avranches va se montrer de nouveau dangereux sur corner, mais le portier herbretais Jaworski veille au grain. La dernière occasion, elle est pour les Herbretais, mais la frappe de Pierre Lavenant n'est pas cadrée. Score final 2-0. Une belle victoire des Herbiers, la 8e consécutive. On écoute les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. Moi, j'ai trouvé que c'était une première mi-temps, je dirais, moyenne. Dans l'intensité, on n'était pas trop présent, même si on s'est créé des situations, des occasions. Et il a fallu régler un petit peu des petites choses à la mi-temps, mais surtout leur dire qu'il fallait qu'ils mettent un peu plus d'intensité dans la partie défensive et qu'après on était capable de faire le jeu. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est bien, 8e victoire d'affilée, très belle saison. Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur buteur du groupe, meilleure équipe à l'extérieur. Donc voilà, ils ont tout donné à l'image du match qu'ils ont fait là. C'est une très belle saison. On voulait un top 5, un top 6. On finit deuxième. Donc voilà, en général on dit qu'il faut faire mieux les années suivantes. On va déjà se reposer et puis bien préparer la suite. Sur la première mi-temps, on les avait bien contrôlés. Donc c'est pas parce qu'ils avaient pas envie, c'est que je pense qu'on les avait contrôlés. Et après, il suffit qu'on fasse une erreur de jugement, de placement. Le deuxième but qu'on leur donne parce que c'est une mauvaise relance, tout ça fait que l'écart se concrétise. Je pense que sur la seconde mi-temps, il y avait un petit niveau d'écart. On a fait des erreurs. On n'a pas réédité notre première mi-temps qui était très bonne. Donc on a pas une mauvaise défense forcément, mais on a une assise défensive qui nous a perdu des points et on ne peut pas aujourd'hui avoir autant de buts et encaisser pour vraiment faire un très bon championnat. Et grâce à cette victoire, mais aussi grâce au match nul de Saint-Malo 0-0 face à Châteaubriand, le VHF termine deuxième de cette poule B derrière Saint-Brieuc. En ce qui concerne la montée, il faudra attendre d'éventuelles décisions de rétrogradation administrative pour savoir si les Herbretais pourront accéder au national. À noter la victoire de la Roche VF 1-0 face à Blois. Les Lyonnais décrochent la 5e place. Ils terminent même à égalité avec les Girondins de Bordeaux 4e. Le Poiré, déjà relégué en National 3, s'est incliné pour son dernier match face à Bourges, 3-1.
En National 3, là aussi, c'était la dernière journée et un dernier match à enjeu pour La Roche ESO qui jouait son maintien samedi à domicile. Pour se sauver, les Ornésiens devaient l'emporter face à Panazol. La rencontre avait lieu au stade de Saint-André-d'Ornay. La Roche ESO évoluait dans ses traditionnelles couleurs rouge et bleu, Panazol en jaune. Un match assez fermé avec peu de spectacle. À noter à la 18e minute le but de Émilien Chauvet, bien lancé en profondeur par Mehdi Mousseni Vincent. Chauvet qui grille la politesse à la défense adverse et qui d'un lob astucieux ouvre le score donc pour les Vendéens 1-0. Mais Panazol réplique à la 34e minute sur corner. La reprise de la tête de Mohamed Tougouman trompe le gardien ornésien Armand Foguet. Un but partout, c'est le score à la pause. La seconde période est encore moins palpitante que la première. Très peu d'occasions à se mettre sous l'un dent d'un côté comme de l'autre. Les défenses prennent le pas sur les attaques et aucun but supplémentaire n'est inscrit. On en reste donc à ce score de 1 but partout qui suffit au bonheur de l'équipe de Panazol qui, elle, se maintient en National 3. Pour La Roche ESO, en revanche, ce résultat est synonyme de relégation en Régional 1. On écoute les réactions d'après-match recueillies par Eve Junot. Il suffisait de ce petit but pour rester en N3. Malheureusement, on n'a pas su le faire ce soir. Il nous a manqué peut-être un peu d'insouciance, un peu de folie. On était un peu tétanisés par l'enjeu, je pense. Mais après, j'ai rien à reprocher à mes joueurs sur la saison. Ils ont fait une très grosse saison et je pense qu'on a manqué un peu de jus, un peu de fraîcheur. On mène 1-0, on est bien et après, plus rien s'est passé pendant 25 minutes. On prend un but sur coup de pied arrêté. Après, on a essayé des choses en deuxième, mais malheureusement, il nous a manqué ces petites folies devant. L'année prochaine, quel que soit le niveau, il faut repartir vers l'avant, il faut aller chercher des choses. Moi, j'ai besoin d'aller chercher des choses collectivement et individuellement. Donc, prochain objectif, bien sûr, c'est d'aller chercher le haut de tableau en R1. Et voilà, il faut avoir des ambitions. Le club est capable et les joueurs sont capables d'aller chercher encore de belles choses. On a souffert pendant 20 minutes, 25 minutes. Et après, on a su revenir au score. Ils ont ouvert le score, c'était mérité. On n'était pas trop dedans, mais après, on a su trouver les failles, surtout ces coups de pied arrêtés, parce qu'on savait que cette équipe-là, ils pouvaient prendre des buts sur les coups de pied arrêtés. On les a bien travaillés. Et aujourd'hui, on arrache, c'est le terme, un match nul. Voilà, ici, dans les terres vendéens, qui c'est pas facile. Voilà, on retient qu'on a fait un point ici. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a quand même des belles équipes qui ont perdu ici. Voilà, dans Vertou, dans Angers, dans beaucoup d'équipes. On regarde le classement final de cette poule B de National 3. La Roche ESO termine 12e et est donc reléguée en championnat régional. La Châtaigneraie qui s'est imposée 2-1 à Sablé termine 3e. Et puis Fontenay et Chaland ont fait match nul 0-0. Fontenay termine à la 6e place, Chaland 9e. Un dernier résultat de football avec la division 3 féminine. La 21e et avant-dernière journée. Défaite de La Roche ESO à Roubaix 3-2. Les Ornésiennes sont 4e et le seront quoi qu'il arrive à l'issue du championnat malgré le résultat du dernier match dimanche face à Quevilly. Quelques images de ring hockey maintenant avec la Vendéenne qui était à Coutras ce week-end pour disputer le Final Four de la Coupe de France. Les Lyonnais affrontaient les Coutrillons samedi en demi-finale et ils se sont inclinés sur le score de 4-2. À la mi-temps, Coutras menait 3-1. La Vendéenne est revenue à 3-2. Mais Coutras a de nouveau fait le break et s'est donc qualifié pour la finale face à Dinan-Quévert. Finale remportée dimanche par Dinan-Quévert 3-1. A noter que l'équipe féminine de ring hockey Loire-Atlantique Vendée s'est également inclinée en demi-finale du Final Four de la Coupe de France. Défaite face à Lyon, 5-4. On ouvre une page basket maintenant avec les quarts de finale aller des playoffs de National 1 masculine. Chaland jouait à Tours vendredi soir. Vous le voyez sur les images de nos confrères de Val-de-Loire TV. Les Chalandais en rouge ont dominé le premier quart-temps qu'ils remportent sur le score de 22-16. C'est plus équilibré dans le deuxième quart-temps, 15 points inscrits de chaque côté. Le VCB conserve donc son avance de 6 points à la mi-temps, 37-31. Au retour des vestiaires, Tours montre un bien meilleur visage et prend le contrôle des débats. Les Tourangeaux passent devant au tableau d'affichage. Après 30 minutes de jeu, Chaland est mené 59-57 et même 61-57
57 en début de quatrième quart-temps. Mais l'équipe d'Indre-et-Loire ne parvient pas à rester sur sa dynamique. Tours fait preuve de trop de maladresse, notamment à 3 points, pour prendre ses distances avec des Vendiens qui retrouvent un meilleur niveau de jeu. Chaland repasse devant et il reste jusqu'à la fin du match. Le VCB s'impose de 8 points, 77 à 69. De bon augure avant le match retour prévu ce vendredi à Chaland. À noter qu'en cas de victoire tourangelle, un troisième match aura lieu dimanche, toujours salle Michel Vrignot. On écoute les réactions des coachs au micro de Val-de-Loire TV. La difficulté des playoffs, c'est que ça remet tous les compteurs à zéro. On est dans une belle dynamique, grosse dynamique. On l'a vu ce soir quand on était en difficulté. Voilà, ce soir, on ne fait pas offensivement un match exceptionnel, mais on met 77 points. Par contre, on a été solide sur les critères défensifs qu'on avait mis en place pour pouvoir gagner ce match et être sous les 70 points. Voilà, on loupe beaucoup de lancers francs qui les aident un petit peu, je pense. En tous les cas, à revenir et à passer devant. On loupe beaucoup de tirs à 3 points, mais défensivement, voilà, on a fait le job, ce qui nous a permis de gagner cette première manche parce que c'était pas évident. On a l'avantage du terrain, mais en fait, le système de la National 1 fait que le premier match est à l'extérieur et c'est pas un avantage du tout. Voilà, l'avantage, j'aurais voulu qu'on joue notre premier match chez nous pour arriver ici à 1-0. C'était pas le cas, donc on était un petit peu sous pression ce soir. Et on a fait le job, voilà, tout simplement. Les gars se sont vraiment donnés à fond. On a vraiment montré face à notre public qu'on était capable de rivaliser avec cette équipe. C'est quand même l'équipe en forme du championnat. Mais on a réussi et à passer devant et à montrer qu'on était en mesure de gagner ce match. Maintenant, c'est sûr que l'adresse à 3 points nous a vraiment fait défaut. Mais derrière, on est combatif, on obtient plus de rebonds off, on obtient plus de lancers francs. Il faut rester confiant, il faut construire le deuxième match sur ces bases-là. Il faut être optimiste et ambitieux parce que gagner un match là-bas à l'extérieur, ça remettrait les compteurs à zéro. Et après, ce sera une finale. 48 heures après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et du côté des Sables-d'Olonne, le LSVB disputait le premier match de play-off en N1 de son histoire. Les Sablés accueillaient vendredi soir Quimper, qui a terminé en tête de la poule haute en deuxième phase. Les Bretons, déjà assurés de monter en Pro B, disputent donc ces play-offs uniquement pour le titre de champion. Les Vendéens en blanc virent en tête à l'issue du premier quart-temps avec 6 longueurs d'avance, 21 à 15. Dans le deuxième quart-temps, Quimper se ressaisit sur l'aspect défensif, mais se montre trop maladroit offensivement pour recoller au score. Les Sablés creuse donc l'écart. Après 20 minutes de jeu, il mène de 10 points, 36 à 26 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, l'équipe des Sables reste au niveau et grâce notamment à plusieurs tirs primés accentue son avance. 24 points inscrits dans cette troisième période contre 20 encaissés. Le LSVB débute donc le quatrième quart-temps avec 14 points d'avance, 60 à 46. Quimper sonne la révolte dans le quatrième quart-temps et réduit progressivement l'écart qui n'est plus que de 6 points à 3 minutes de la fin du match. À 1 minute du buzzer final, les équipes ne sont plus séparées que de 4 points. Mais les Sablais ne se démobilisent pas dans le Money Time et ils font ce qu'il faut pour décrocher une belle victoire sur le score de 77 à 70. Le match retour aura lieu à Quimper vendredi. Les réactions d'après-match recueillies par Thibaut Grasset. C'est une belle victoire. On est content d'avoir pu fêter un petit peu cette qualification en play-off devant notre public. Les gens ont répondu présent. Je pense qu'ils ont vu un beau match. Donc maintenant, il faut récupérer les blessés. Et puis essayer d'aller en chercher un Quimper pour revenir dans 2 semaines. Ça reste des joueurs pros, ils ont un gros roster. Nous, on a eu une semaine un peu compliquée aussi avec pas mal de blessures. Donc on a essayé déjà de récupérer les mecs, de garder du rythme. Et puis on avait mis en place 2-3 petites choses pour essayer de contrer cette équipe de Quimper. Ce soir, on a réussi à avoir un peu d'adresse, un peu de rythme. On prend le match, c'est une belle victoire et puis ça nous permet d'espérer peut-être. On s'est rapproché un peu des demi-finales. C'était un match pas facile, je pense, dans les têtes, que ce soit pour les Sables ou pour nous. Voilà, je crois que c'est la première fois de leur histoire qu'ils sont en play-off, donc forcément, ils sont à 3000%, ils vont jouer le jeu à fond, c'est évident. Nous, on voit bien qu'on a eu du mal à se mettre dans le match. Je trouve qu'on n'a pas été bon en termes d'intensité. Puis après, on était un petit peu vexés, donc on a commencé à rejouer un peu mieux sur le dernier quart-temps, mais c'était trop tard. Là. Les Sables avaient pris l'ascendant, ils avaient un peu d'écart au score. On avait quelques bobos aussi, donc je pense qu'il y a de l'humain aussi. On a été sous pression toute la saison, on a réussi à atteindre notre objectif, c'était la montée. On n'avait jamais parlé au départ de gagner la finale des playoffs en cas de montée. Bon, c'est évident qu'on a envie de le faire quand même parce qu'on s'entraîne tous les jours et on veut tous les jours gagner des matchs. Maintenant, c'est sûr que je pense que mentalement, pour certains, c'est compliqué. Ouais.
Et à l'étage en dessous, en National 2 masculine, on jouait la 26e et dernière journée. Montaigu-Vendée s'est incliné à domicile face à l'équipe 2 de l'Hermine de Nantes, 83 à 75. Les Montancutins terminent 12e avec 7 victoires et 19 défaites et joueront de nouveau en N2 la saison prochaine. En rugby, saison terminée pour le FCY qui n'a pas renversé la tendance en 16e de finale retour face à Saint-Malo, battu 38 à 8 à la Roche-sur-Yon il y a une semaine. Les Lyonnais se sont inclinés en Bretagne 44 à 24, 6 essais pour les Malouins, 4 pour les Vendéens, donc qui rempliront en Fédéral 2 la saison prochaine. Et puis en Fédéral 3, le Rugby Club Sablé jouait les 16e de finale aller à Saint-Nazaire, victoire du RCS 37 à 11. Les Vendéens prennent donc une belle option pour la qualification en 8e de finale et par la même occasion pour la montée en Fédéral 2. Match retour dimanche au stade de la Rudelière. Quelques résultats de tennis de table maintenant avec le championnat de France par équipe de National 2 messieurs. La dernière journée dans la poule 4 et la victoire de la Ferrière à Saint-Denis 8 à 5. Dans le même temps, Plérin a été battu par le Stade Montois mais conserve la tête à la différence de points. Et puis dans la poule 5, l'autre équipe de la Ferrière s'est inclinée face à Angoulême 8 à 6. Les Ferriérois terminent 7e et avant-dernier. On parle de boxe maintenant avec une grande soirée organisée par le club Boxe 85 vendredi soir à la salle Pierre de Coubertin au Sables d'Olonne. Au programme, une dizaine de combats amateurs et surtout 2 combats professionnels disputés par 2 frères, Enzo et Hugo Gros, entraînés par leur père Nicolas. Leur mère, Emmanuelle, était également au bord du ring. Retour sur cette soirée avec ce reportage d'Ève Junot. Jackpot décroché pour la famille Gros. Une victoire par KO pour l'un, une victoire par point pour l'autre. Hugo et Enzo Gros ont tout raflé vendredi soir. Mais avant ça, il a fallu se préparer. On a commencé par les bandages. Donc ma mère qui est cutman nous a fait les bandages. Après on va faire tout ce qui est un échauffement articulaire, tout ça. Avant de passer au côté shadow et le son avec notre père pour revoir les dernières touches tactiques avant le combat. Chez les Gros, on reste en famille. La mère Emmanuelle gère le médical, le père, lui, s'occupe de l'entraînement et des tactiques. On essaie d'être autonome le plus possible. C'est ce qu'on dit, on est une écurie en fait. En F1, on ne conçoit pas qu'il y ait un ingénieur qui ne soit pas là. Sinon la voiture va mal marcher. Là c'est pareil. Si on n'a pas un membre de la famille qui est là, ça m'est arrivé une fois, ça s'est mal passé. Je m'en voudrais toute ma vie pour ça, mais c'est comme ça. On apprend aussi de ses erreurs, mais là, cette fois-ci, on sera toujours en famille, quoi qu'il se passe. Même si on va à l'étranger, à l'extérieur, n'importe où, on sera toujours en famille. Sinon, on ne fera pas le combat. Après quelques combats amateurs, Hugo ouvre le bal des combats professionnels, son premier. Face à lui, le champion national du Salvador. Au 3e round, le verdict est sans appel. Son adversaire s'incline par KO. Je sais que j'ai une bonne frappe, donc j'ai misé dessus. J'ai essayé de faire mal dès le début pour qu'il évite de rentrer et de me prendre par surprise. Donc j'ai bien construit ma boxe, je l'ai installée. Tactiquement, on avait visualisé ces vidéos au Prala pour installer un game plan. Au final, ça a payé. Beau KO 3e round, donc hyper satisfait. Puis c'est au tour d'Enzo, l'aîné, son 6e combat professionnel. Il affronte Moïse Garcia, combattant nicaraguayen expérimenté. Duel plus tendu donc, mais à l'issue des 6 rounds, c'est le Sablé qui s'impose. On savait que c'était quelqu'un avec beaucoup d'expérience, plus de 300 combats en amateur. Là, c'était son 25e ou 26e combat professionnel. Donc on savait que ça allait pas être facile, mais c'est des combats comme ça qui nous font avancer. Donc on est super satisfait et c'est top. On va grimper, comme j'ai dit encore une fois, dans les classements et avancer encore petit à petit. Retour dans les salles d'entraînement prévues dans une semaine. D'ici là, il va falloir récupérer et se reposer en famille, évidemment. Et on termine avec quelques nouvelles de Louise Maraval, l'athlète de l'Entente-Sèvres et de l'équipe de France, spécialiste du 400 mètres et du 400 mètres haies. Elle a pour principal objectif les Jeux Olympiques de 2028. Soutenue par plusieurs sponsors nationaux, elle reste tout de même liée à des partenaires locaux qui la soutiennent depuis de nombreuses années. C'est le cas notamment de cet établissement hôtelier à Saint-Hilaire-de-Riez. Un nouveau contrat de mécénat de 3 ans a été signé entre l'athlète et l'équipe de l'hôtel. Un partenariat important et évident pour Louise Maraval, comme elle l'a expliqué au micro d'Alice Prandini.
L'Hôtel Vendéenne, c'est un de mes partenaires depuis un certain moment maintenant et on est ici pour continuer cette collaboration et ce travail. C'est vrai qu'ils m'accompagnent depuis un moment, dès le début, à un moment où on ne savait pas forcément que j'allais avoir ces résultats et du coup ça me fait toujours plaisir de revenir, d'échanger avec eux. C'est des gens que je commence à bien connaître maintenant et j'apprécie vraiment venir ici. Donc voilà, on est ici pour continuer cette collaboration. D'un point de vue sportif, le gros objectif c'est forcément les Jeux en 2028. Un plus pour moi de pouvoir m'accompagner jusqu'en 2028 parce que c'est vrai que la situation d'athlète, tout va très vite, tout évolue très vite. Donc, pouvoir avoir la garantie d'être accompagné jusqu'à la prochaine Olympiade, pour moi, c'est un vrai plus d'avoir de la visibilité sur 3 ans, même 4 ans, on va dire. Donc ça, c'est vraiment un plus. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.